Donc, la première présentation, qui va durer une vingtaine de minutes, va être offerte par Yannick Henache, qui a le plaisir de travailler avec nous à la chaire UNESCO Presse, donc qui est auxiliaire de recherche chez nous, qui est aussi analyste en renseignement de sécurité, anciennement à la Sûreté du Québec, maintenant au SPVM, et qui termine sa maîtrise en politique à l'Université de Sherbrooke, politique publique internationale. Donc, Yannick, à toi la parole. Il va nous parler du mouvement QAnon. Est-ce un mouvement extrémiste menant à la violence? Donc, le mouvement QAnon et ses enjeux de sécurité. Donc, la présentation va se dérouler en quelques parties. Tout d'abord, une brève mise en contexte. Là, bien évidemment que le contexte social a joué un rôle relativement prenant là, dans l'effervescence, dans la croissance du mouvement QAnon. On va aborder cela, mais aussi sans oublier que QAnon était quand même présent quelques années avant le début de la pandémie. Par la suite, une brève descriptif, une brève définition du mouvement QAnon en soi. Son interprétation est relativement subjective, elle part un peu dans tous les sens, puis il y a plusieurs académiciens ou en fait plusieurs individus là, qui se permettent de le définir, mais sa définition n'est pas nécessairement coulée dans le temps. La qualification d'un mouvement extrémiste, dans le fond, le but de ma recherche, là, c'était de voir est-ce que QAnon répond à un mouvement extrémiste violent ou à un groupe extrémiste violent. Donc, j'aborderai un peu aussi la méthode de qualification que j'ai opté pour qualifier le mouvement. Le recèlement de la violence qui est émané du mouvement QAnon, donc les événements violents qui sont survenus, est-ce que les mouvements violents qui sont survenus nous ont permis d'appuyer notre hypothèse que le mouvement a amené ses adhérents à commettre des actes violents. Puis finalement, un peu plus micro là, sur le cas du Québec, mais sans oublier le phénomène, comment il a grandi, puis comment il s'est développé aussi aux États-Unis, là, évidemment, puis partout ailleurs au Canada, mais aussi en France, là, spécifiquement. Donc, pourquoi utiliser QAnon? Bon, évidemment, le contexte a joué un rôle majeur. J'ai débuté ma maîtrise en 2020, donc justement, exactement au début de la pandémie. On a vu vraiment un contexte qui a été extrêmement changeant, puis extrêmement perturbant pour pour la société au complet, en fait. Donc, on a vu vraiment une exacerbation là, des facteurs de vulnérabilité. Justement, c'est la diapo d'après. Il y a deux facteurs là, que je trouvais important de souligner aujourd'hui. Émergence de plusieurs leaders conspirationnistes qui vont relayer, mais qui vont aussi créer de l'information sur les réseaux sociaux, sur des plateformes numériques, qui vont réussir à aller chercher une mobilisation relativement importante, qui a contribué aussi à apporter porter un intérêt particulier sur le mouvement QAnon spécifiquement, parce qu'il n'y a pas juste le mouvement QAnon dans tout ce contexte pandémique-là, puis dans toutes les conséquences un peu extrémistes que la pandémie a pu causer. Tu sais, un mouvement anti-mesures sanitaires aussi, puis j'essaierai de poser une certaine différence là, entre les deux qui est quand même importante. Puis il y a aussi évidemment une croissance là, de la mobilisation des adhérents du mouvement qu'on a vu prendre les rues, qu'on a vu aux États-Unis se mobiliser en très grand nombre, qui a suscité vraiment un intérêt là, à étudier ce mouvement-là spécifique. Donc, c'est ça. Je vais continuer avec les quelques facteurs de vulnérabilité, mais honnêtement, je vais juste porter votre attention sur deux facteurs externes. D'ailleurs, ça provient là, du CPRMV. Débat de société polarisé et polarisant. Je pense que quand la pandémie a débuté, on était dans une sorte d'impasse où le gouvernement devait prendre des décisions rapidement versus une société qui n'était pas nécessairement prête à subir les conséquences de ces décisions-là, ce qui crée un débat de société relativement polarisant. Puis si je nous ramène en 2018 avec l'élection de Donald Trump, on était déjà dans un climat sociopolitique qui était polarisé de base. Donc, on dirait que d'année en année, les extrêmes un peu politiques, ou du moins le spectre politique s'est un peu étiré, ce qui fait en sorte que les débats sont un peu plus polarisés. On voit plus un sentiment de nous contre eux là, dans la façon de se positionner politiquement ou socialement. Positionnement de l'État sur des enjeux nationaux et internationaux faiblement compréhensibles. Ça, je porterai peut-être votre attention quand par exemple, un gouvernement va utiliser des décrets de mesures d'urgence pour adopter rapidement des mesures afin d'augmenter l'efficacité de certaines mesures. Bien, ce que
ce que ça démontre, puis le côté un peu plus négatif de cela, c'est que ça enlève un peu de transparence, puis ça enlève aussi un peu un volet démocratique qui fait en sorte que tranquillement, on crée un peu de méfiance envers les institutions démocratiques, puis ça fait en sorte que les gens sont de moins en moins à même à croire le gouvernement, puis c'est un peu comme ça qu'on les envoie un peu vers de l'extrémisme, vers du conspirationnisme, sans nécessairement se rendre là tout de suite. Représentation du processus de radicalisation aux théories du complot, là, c'est effectivement c'est vraiment pas fermé dans le temps, là, cette représentation-là, mais je trouvais qu'elle résumait quand même bien la façon dont ça pouvait se produire là, rapidement. Bon, un événement majeur qui se produit, puis ça peut être la pandémie, mais ça peut être n'importe quel événement majeur individuel dans la vie de quelqu'un. Donc, un événement majeur va se produire dans l'actualité, par exemple. Par la suite, on va avoir souvent un afflux d'informations extrêmement important, comme on peut le voir avec les réseaux sociaux puis tout cela, là, on a un accès à l'information qui est extrêmement croissant, qui fait en sorte que c'est pas juste le journal qu'on reçoit à la maison, mais c'est extrêmement plusieurs sources différentes, qui fait en sorte qu'on est aussi sujet à de la désinformation. Cette désinformation-là peut nous mener à des théories du complot, à du conspirationnisme, à voir du contenu, à peut-être s'y accrocher un peu. Puis en ajoutant à cela les réseaux sociaux qui utilisent des méthodes de marketing un peu publicitaires qui font beaucoup de targeting sur nous en fait, ce qui fait en sorte que plus on consomme un contenu, ben plus ce contenu-là revient, puis on finit un peu dans un effet de boule de neige là, face à ce même contenu-là, ce qui fait en sorte que c'est difficile de s'en sortir une fois qu'on apprécie un contenu ou qu'on fait juste aimer une page. On est souvent on finit pas souvent, mais on peut finir dans une chambre à écho là, en termes de conspirationnisme. Par la suite, on peut tomber dans l'extrémisme idéologique, donc un durcissement là, relativement élevé là, de notre façon de penser. Puis pour finir par de la violence. Là, la violence, effectivement, on n'est pas là dans tous les cas, puis c'est vraiment exceptionnel, mais reste que même si on parle d'un faible pourcentage, ça reste un pourcentage qui est à considérer là, de par les risques que ça amène. Donc, doctrine idéologique de QAnon, je vais le passer relativement rapidement parce que j'imagine que mes collègues aussi vont l'aborder. Interprétation subjective, là ici je vous montre la première publication de Q, puis ça remonte en 2017. Donc, clairement que QAnon avait déjà des assises dans le milieu numérique. C'est sûr qu'elle avait des assises dans des plateformes qui étaient beaucoup plus underground que les plateformes conventionnelles. Donc, ici, c'est sur 4chan, sur laquelle elle a eu son premier pied. Puis c'est ça. Ce qui fait en sorte que jusqu'en 2020, elle a eu le temps de se créer une certaine base qui a réussi à prendre du galon là, avec le contexte pandémique qui a enfermé les gens, puis bon, plusieurs autres facteurs là, que vous connaissez probablement très bien. L'adhérent décide de qui est son leader et qui est nuit à sa cause. C'est un peu comme je mentionnais, le nous contre eux. On va se référer, on va se placer derrière quelqu'un, que ce soit, il y a eu beaucoup de Donald Trump, mais il y a eu aussi beaucoup différents leaders conspirationnistes comme Alexis Cossette-Trudel qui va être traité par la suite, mais il y en a plusieurs autres aux États-Unis aussi qui ont analysé le contenu de Q, puis qui ont repartagé, puis qui ont créé du contenu, qui eux-mêmes se sont créés une base, sans nécessairement idolâtrer Trump, ils pouvaient même idolâtrer un autre individu en parallèle. Souhaitant un changement radical dans la société, donc c'est quand même un point fort là, de l'idéologie, puis un sentiment d'appartenance et patriotique très fort. Là, évidemment, Q a usé de certaines stratégies de communication là, pour durcir le sentiment de défendre son pays, de défendre sa nation, ce qui lui a permis justement d'aller chercher ce côté-là américain, je pense, là, ce côté-là identitaire et populiste que j'aborderai pas aujourd'hui, mais que certainement, je pense qu'il a été abordé là, dans le cadre de ce colloque-là ici aujourd'hui. Quelques mots-clés là, qui sont revenus souvent. Donc, brièvement, ce qui est revenu beaucoup, bon, une cabale de pédosatanistes malveillante qui complote en secret. Puis là, c'est là que je vais dire la différence un peu entre quelqu'un qui va moins croire, moins avoir confiance envers le gouvernement, puis pas être d'accord avec des mesures sanitaires, versus quelqu'un qui, à toutes les fois où un événement majeur se produit dans sa vie, ou dans l'actualité, va en venir à la conclusion qu'il y a un complot qui complote. Donc, il y a vraiment une différence là. Il y a une légitimité, je trouve, en mon sens, à
à contredire des mesures qui sont prises par le gouvernement, comme dans toute société démocratique comme dans laquelle on vit, puis c'est extrêmement important qu'on l'aille, cette remise en question-là. Mais le complotisme, un conspirationniste, c'est vraiment quelqu'un qui va voir des complots à répétition pour justifier des événements qui surviennent dans son entourage ou dans l'actualité en général. Donald Trump veut démanteler cette cabale. Donald Trump lui-même n'a pas nécessairement admis vraiment son affiliation avec QAnon, a clairement usé du mouvement pour aller chercher ses adhérents de QAnon, mais c'est quand même important de mentionner que Donald Trump n'a pas crié haut et fort je fais partie de QAnon, puis c'est ça, c'est important de mentionner. Nous ne sommes pas sujets aux présentes lois, donc on a vu certains référents là, avec les Freemen of the Land, là, que vous connaissez peut-être ici au Québec et au Canada, avec lesquels on deal depuis quelques temps. La reprise de notre pays est notre seul moyen de survie, puis il y a eu 101 crimes là, à motivation idéologique de QAnon aux États-Unis en date du 22 septembre 2021, qui est quand même un gros chiffre. Puis, en plus de se dire que pour être en mesure de mentionner que c'est un crime à motivation idéologique de QAnon, il faut vraiment des preuves tangibles que ce l'est, puis pas nécessairement un individu qui croit, par exemple, qui fait partie des Proud Boys, puis qui partage des publications de QAnon, vraiment quelqu'un qui n'a pas d'affiliation dans un groupe, mais qui partage essentiellement du contenu de QAnon. Bon, ça c'était ma question spécifique de recherche. Dans quelle mesure le mouvement QAnon, créant et relayant des théories conspirationnistes, peut être considéré comme un mouvement extrémiste violent? Comme je mentionnais, moi j'ai procédé par l'étude de cas, l'observation documentaire appuyée par une grille d'analyse pour qualifier le mouvement. Donc, qualification du mouvement, les indicateurs qui ont été retenus, c'est ces 5 indicateurs-là. Donc, premièrement, est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est un groupe? Important de définir dès le départ. Puis, si c'est un mouvement, ben, quel type de mouvement c'est? Pour être un mouvement extrémiste, clairement, il faut avoir des revendications qui sont un peu hors normes, qui sont un peu de renversement. Donc, c'est pour ça que l'indicateur, le mouvement social révolutionnaire, puis tous les indicateurs, je vais les passer un par un là, pour bien décortiquer leur choix. L'identification de bouc émissaire, la doctrine extrémiste de l'idéologie, les actes violents qui ont recélé là, du mouvement, puis la déclaration comme une entité terroriste. Ça, c'est. Ben, je vais le détailler un peu plus tard, là, parce que. Ouais, je vais y revenir. Quel type de mouvement? J'ai utilisé la typologie de David Aberley, qui a fait une typologie des différents mouvements sociaux, finalement, pour finalement prendre mouvement social révolutionnaire, puisqu'il y a un changement majeur dans la société, donc complètement un renversement du gouvernement pour y imposer leur propre objectif. Les boucs émissaires, l'identification de cible, clairement qu'on a vu ça dans le mouvement QAnon, donc on a identifié sur la place publique là, des responsables, que ce soit la communauté juive, puis important aussi de mentionner que l'idéologie de QAnon a pris beaucoup des sages de Sion, qui est une ancienne théorie du complot qui mettait un immense blanc sur la communauté juive. Donc, clairement, il y a eu une identification cible, puis avec le Parti démocrate aussi, Hillary Clinton, Pizzagate, tout ça, là, bien évidemment. Donc, ici, on voit 36% des extrémistes violents, des actes extrémistes violents de QAnon se sont faits à l'encontre du gouvernement ou des entités gouvernementales, puis 59% des individus privés, puis des individus normaux. La doctrine extrémiste vient du rapport public 2020 là, du SCRS, Service de renseignement de sécurité canadien. Donc, j'ai choisi cette définition-là puisqu'elle répondait très bien, puis elle a été modifiée, c'est important de le mentionner, là, mais le SCRS a modifié leur catégorisation de l'extrémisme violent justement dans cette année-là pour y inclure l'extrémisme violent à caractère idéologique de 4 différentes façons. Puis il y a la violence anti-autoritaire là, qui s'applique au mouvement QAnon dans mon étude. Par la suite, les actes violents, c'était très important selon moi, puis mon directeur, là, de répertorier un peu la quantité puis la gravité des actes violents qui sont répertoriés
par les adhérents de QAnon. Dans la mesure où on veut le qualifier comme un mouvement extrémiste, violent ou non, c'est important de le considérer, bien évidemment. 20% des sujets ont un antécédent d'emploi comme militaire ou policier. Ça, c'est juste des statistiques, là. Je ne les passerai pas tous en revue, mais c'était quand même il y avait quand même des statistiques très importantes. Puis c'est là qu'on voit que l'aspect patriotique qui a été promu par QAnon va chercher certaines catégories d'emploi, certaines catégories de personnalités qui dans le fond, finalement, jouent un rôle là, majeur là, dans la conduction d'actes violents. 34% possédaient des antécédents judiciaires. Dans 66% des cas de passage à l'acte, la mobilisation pour violence est produite à l'intérieur du moment. Donc, le processus de radicalisation était relativement rapide, ce qui est aussi un peu hors norme là, comparativement à d'autres études là, sur d'autres cas d'extrémisme violent. Interprétation du renseignement sécuritaire. En mai 2019, la violence antigouvernementale commençait à être répertoriée par le FBI, puis le Department of Homeland Security. Ça, c'est un rapport en 2021, mais en 2019, on commençait déjà à répertorier des actes violents sur le territoire contre le gouvernement au nom du Pizzagate, qui a été énormément repris par les adhérents de QAnon. Puis, je pense que c'est Edgar Madison Welch, là, un des premiers à avoir fait un événement violent au titre de QAnon. Puis, en 2021, ils ont sorti ce rapport-là. C'est important aussi de mentionner une différence entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis ne vont jamais déclarer une entité ou un groupe domestique, donc qui émane de leur pays, comme une entité terroriste. Pour le gouvernement américain, c'est toujours une entité externe de l'extérieur du pays qui peut être considérée comme une organisation terroriste. Par contre, ils vont parler de Domestic Violent Extremism ou extremistes, qui va être leur façon là, de les catégoriser comme des extrémistes violents. Donc, on voit ici là, clairement que le FBI mentionne QAnon comme figurant, comme ayant des adhérents là, de violence extrémiste. Précédemment de la violence, on commente, ouais, c'est exactement ça. C'est Edgar Madison Welch qui est allé au Comet Pizzeria là, à New York. Donc, là, je ne les passerai pas tous en revue, mais clairement qu'on a vu des événements majeurs là, se produire sur le territoire américain au nom de QAnon qui sont venus un peu soutenir, là, la qualification du mouvement, qui sont venus appuyer le tout. Certains incidents canadiens, Corey Run, si vous en avez entendu parler, là, qui est un ancien ranger de l'armée canadienne aussi, qui s'est présenté au domicile de Justin Trudeau armé avec son véhicule là, pour y faire tomber finalement le premier ministre. Sur sa plateforme numérique, sur ses réseaux sociaux, on a pu retrouver des preuves là, qu'il partageait du contenu de QAnon. Puis clairement que c'est relativement difficile à mettre un trait sur son idéologie individuelle, c'est extrêmement difficile, mais à l'aide d'appuis comme ceux-là, on peut un peu porter certaines conclusions sans nécessairement s'arrêter là, sur une conclusion finale. Puis Romana Duboulot, là, qui est la reine du Canada, là, finalement, a fait une incitation à l'utilisation de la violence. Puis elle a aussi mentionné, elle avait mentionné à ses adhérents, finalement, de tuer là, certains individus qui vont injecter des vaccins, donc des infirmières, des préposés aux soins. Donc elle a fait beaucoup d'incitations à la violence sans nécessairement y prendre elle-même, qui est tout autant malveillant, en mon sens. Puis, ce qui est frappant avec elle, c'est la quantité d'adhérents qu'elle a été capable de mobiliser et qu'elle a été capable d'influencer. C'est ce qui fait aussi le mouvement, qui fait en sorte que c'est important de s'y pencher, puis ça fait partie aussi des critères d'intérêt là, que je trouvais, qui ont contribué au fait que je m'y attarde. Incident canadien, Jean-Jacques Crèvecoeur, Alexis Cossette-Trudel, je les aborderai pas vraiment, étant donné que juste après moi, là, on a une présentation sur le sujet en particulier. Mais clairement, la délégation parlementaire au renseignement français, ces deux Québécois-là sont identifiés comme ayant incité à l'adhésion aux théories conspirationnistes sur le territoire français, posant une menace pour la sécurité intérieure du pays.
juste pour dire de l'ampleur de l'opinion puis de la façon de voir le conspirationnisme et les théories du complot par des institutions de renseignement de sécurité, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, fait en sorte qu'on contribue encore à la qualification de ce mouvement-là comme étant extrémiste, finalement. Là, la violence, après, ça reste relativement général. Il y a certains cas qui vont arriver ici et là, mais la catégorisation extrémiste, pour moi, est relativement claire. Après, l'extrémisme violent, c'est extrêmement débattable, dépendamment du procédé là, méthodologique par lequel vous voulez le qualifier. Donc, en conclusion, bon, clairement qu'on a vu là, des mesures de deplatforming être posées par YouTube, Facebook, après quelques mois là, au début de la pandémie, étant donné qu'on a vu que c'était très néfaste pour un peu le contexte social, puis que ça a amené aussi une hausse dans les crimes haineux sur le territoire. J'avais trouvé important aussi de faire une petite comparaison. Je ne l'ai pas fait dans mon essai, parce que ça a ramené vraiment un autre lot de travail. Mais avec vous aujourd'hui, je trouvais ça important de le mentionner aussi. C'est plusieurs autres entités qui ne sont pas nécessairement conspirationnistes, que je ne déclarerais pas comme conspirationnistes, mais qu'on a vu partager du contenu conspirationniste, qu'on a vu traîner ensemble. Donc, comme à l'insurrection au Capitole, clairement là, qu'on a vu ces entités-là participer conjointement à l'événement, ce qui fait en sorte qu'on a vu une certaine proximité entre ces différentes entités-là. Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous remercie de votre attention.